Quelques petites nouveautés. Donc déjà, je vais parler en français. Ensuite, vous serez très étonnés, il n'y aura pas beaucoup de code que je vais vous montrer moi aujourd'hui. Un petit sondage. Alors, tout le monde connaît Eclipse. Combien d'entre vous connaissent BERT? Moi, je suis impressionné. Donc voilà, donc je ne vais pas vous expliquer trop longuement en fait. Je ne vais pas trop m'attarder sur les slides, je vais plutôt vous montrer ce que l'outil est capable. Dites-moi, cher monsieur. Organizers are still asking me if there are English-only speaking people in the room. Okay, so I promise you a personal presentation or a stand afterwards. Thank you. Donc, alors qu'est-ce que c'est que BERT? Alors le nom, ça peut paraître un peu bizarre. Donc accessoirement, c'est un cratère sous la Lune, donc ça doit avoir une certaine influence sur les dénominations d'Eclipse, n'est-ce pas? Mais réellement parlant, en fait, c'est tout ce qui est Business Intelligence et Reporting Tools. Alors Business Intelligence est devenu quelque chose d'assez large aujourd'hui. Donc il y a du reporting, des cubes, voilà, de l'analytique, du dashboard, du scorecard. On parlera un tout petit peu de tout ça. Alors on peut... Qui est BERT? Pourquoi on a créé BERT? Parce que c'est Actuate, l'entreprise Actuate qui a créé BERT au sein du consortium Eclipse. Faut savoir qu'on était un éditeur tout à fait propriétaire à l'origine. D'accord? Donc Actuate c'est né dans les années 93. Dans les années 2000, on s'est dit, tout ce savoir-faire, est-ce qu'on a réussi réellement à créer un standard? Bon, on était tout aussi connu qu'un Crystal Reports, par exemple, à l'époque. Et on avait constaté qu'il y avait quelques dizaines de milliers de personnes qui utilisaient nos outils, mais c'était loin d'être un standard. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Va falloir réinventer notre modèle. Donc il y a deux choix. Donc, le premier choix, c'est de dire je rends les armes, je me fais racheter, et puis voilà. Le choix de Crystal Reports. Et le deuxième choix, c'est de dire je réinvente mon propre modèle. Donc on a choisi en fait de prendre tout notre savoir-faire, le réécrire un noyau open source à travers Eclipse. Et c'est un peu comme ça que BERT est né. Donc voilà, donc première version, on va dire costaud, BERT 2.2 à partir de 2006. On est aujourd'hui, on va dire 5 ans et quelques après. Donc vous verrez ce que l'outil sait faire aujourd'hui. Alors quelques chiffres bon, qu'on a pu regarder, c'est qu'on a toujours été dans le top 5 téléchargement Eclipse. Donc on vous remercie pour ça, c'est que ça sert à quelque part à vos besoins. C'est un peu normal, une application, peu importe sa nature, que ce soit du Java, du web, etc., aura toujours besoin d'un petit bout de rapport. Hein. Dans les données, il faut les afficher à un moment donné. Donc notre communauté a quelque peu évolué de 0 à 15 millions de personnes. Et on va marier un tout petit peu tout ça avec l'approche agile. Alors pourquoi? Parce que, bon, dans la salle, je pense que vous êtes très à même de savoir ce que c'est agile et compagnie, mais dans le monde de la business intelligence et de la gestion de données et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui était assez inhabituel. Donc en gros, c'était plus des projets genre je bâtis mon data warehouse pendant X mois, je fais data mart pendant X mois, et à la fin, en fait, quand on sortait la tête du tunnel 12 mois après, bon, anciennement, ça ressemblait plus ou moins au cahier de charge, mais aujourd'hui, on est dans un environnement qui change un peu trop souvent pour que ça marche encore. Donc, dans la BI, qu'est-ce que c'est agile? Donc, souvent, il y a tout un tas d'outils de dernière génération, y compris les nôtres, qui sont très faciles à installer. J'upload un fichier avec des données, je commence à jouer un peu avec, il y a à la limite aucune intervention de l'informatique. Mais souvent, la rapidité n'est pas forcément synonyme de l'agile. Deuxième chose, il y a une facilité. Bon, est-ce que c'est réellement une facilité ou c'est tout simplement que j'ai fait quelque chose de rapide et pas très propre? Enfin, donc finalement, on va arriver à la conclusion que ça peut être aussi une méthode. D'accord? Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Alors, sous les rapidités, c'est est-ce que ça a été rapide parce que j'ai pas bien analysé les besoins? Est-ce que c'est juste parce que je fais un petit quelque chose à la demande de l'utilisateur? Voilà, donc on va aller un peu sur la vraie chose. La vraie chose, hein, c'est quelques concepts qui ont émergé. Alors, celui qui m'a le plus marqué, c'est le change is good. Avant, quand un utilisateur disait « moi j'ai envie de modifier cette application pour mettre tel bouton de là à là ». Alors il y avait tout un vent de panique à la DSI en disant « attention, il y a des dépendances, on va passer des semaines et des mois à comprendre comment modifier l'application ». En gros, on va dire que le côté informatique avait une assez grosse frayeur du changement.
C'est là où, on va dire, le change is good s'applique en disant que finalement, ces applications ne sont pas faites pour l'amour de l'informatique, elles sont faites pour servir l'utilisateur. Et si on incorpore dans ces itérations, en fait, le retour de l'utilisateur, bah, lui, il sera content et implicitement, tout se passera bien. C'est un peu le changement de mentalité, en fait, qui nous a plu chez Actuate, qu'on a intégré dans nos itérations. Alors, donc, je parlais de la BI classique, un petit retour d'expérience. Ça fait donc 15 ans que je fais des projets dans ce domaine. Alors, l'analyse de besoins, ça peut se passer plus ou moins bien en fonction de différents types d'utilisateurs. Il faut savoir qu'on a des projets qui ont 10, 15 000 utilisateurs de moins 10 types différents. Alors là, c'est un peu plus corsé. L'autre chose qui est un peu anecdotique en fait dans les projets BI et reporting, c'est la recherche des données. Alors anciennement c'était assez simple. On avait voilà un ERP, on avait un CRM, on avait 2-3 sources. Alors aujourd'hui, on a vu que ça c'est lourdement multiplié. Il y a des web services, il y a des trucs en temps réel, Bloomberg, machin, des sources de données Google, et j'en passe. Souvent, il y a une bonne trentaine de sources de données qui doivent être intégrées pour en faire justement cette restitution à l'écran de l'utilisateur. Enfin, donc voilà, donc anciennement on faisait des projets assez pharaoniques, disons qu'est-ce que l'utilisateur veut comme données, on ne sait pas, du coup on va tout lui mettre à disposition. Donc ça finissait dans un projet qui tenait entre 3 et 24 mois. Est-ce que c'est bon toujours aujourd'hui? Je pense pas. C'est plus une approche, donc, comme je disais, itérative. Quand je dis itérative, c'est pas tourner en boucle, c'est plus, on va dire, une espèce de spirale. C'est j'analyse, j'incorpore, je représente à l'utilisateur. On fait quelques petits sprints et voilà. Ensuite, on a une petite remise en cause. Alors l'approche, donc c'est faut que ce soit itératif. Alors aujourd'hui, l'environnement économique oblige. Souvent, une décision, faut que ça se prenne en quelques jours, en quelques heures, des fois quelques minutes. Implicitement, donc l'utilisateur aura besoin d'avoir une mise à disposition de ce genre de rapport, analyse et compagnie sous quelques jours, heures, minutes. Et c'est là que BERT, on va dire un très bon allié en fait dans ces genres d'applications parce que comparé à toute autre technologie, on va dire entre guillemets classique, permet une mise en œuvre très facile et très rapide. D'accord, donc on a vu nombre d'éditeurs et d'entreprises qui faisaient un peu un tableau dans une espèce de voilà, je faisais drag and drop de mon tableau, je recompilais, j'avais un petit quelque chose qui me convertissait en fait mon Java en JavaScript ou c'était une JSP, encore je sais pas quoi. Donc souvent pour faire un simple tableau dans une page HTML avec les données, connexion à la page, à une base de données à travers JDB, etc. Ça prenait 3 plombes. Vous verrez par vous-même, ça peut prendre également 3 minutes. D'accord, donc on va intégrer ce genre de réactivité par rapport à l'approche itérative. Deuxième chose, c'est l'approche collaborative. Donc on va dire qu'il faut que cette guerre entre l'informatique et l'utilisateur s'arrête. Ils sont tous les deux du même côté, du côté de l'efficience de l'entreprise. Implicitement, il faut qu'ils collaborent en fait sur la même chose. Alors c'est là où il y a souvent un problème, c'est un problème de langage. Je veux telle donnée formatée de telle façon. Dites-moi dans quelle base vous voulez que je tape. Moi, je ne comprends pas ça, je ne suis pas informaticien. Bref, donc il faut qu'il y ait un format commun, un endroit commun où justement l'utilisateur et l'informaticien puissent collaborer. Donc on verra que BERT commence à avoir des parties un peu collaboratives. Enfin, il faut que ce soit flexible. Flexible dans quel sens? C'est que il faut penser également à l'avenir. Et là, BERT un peu nouveau parce qu'on a plus ou moins, on va dire, évolué vers un modèle pur objet. On est aujourd'hui, je pense, parmi les éditeurs BI, un des seuls qui a un modèle objet qui permet de réutiliser ce qu'on a fait. Alors, option numéro 1, voilà, j'y vais tout feu tout flamme, j'ai pris une technologie, voilà, on va prendre un Crystal Report ou autre. J'ai créé un chart, un graphique tout à fait sympathique, je le mets dans mes différents rapports. Alors, un jour, l'utilisateur m'a dit, mais la charte graphique de ce graphique n'est plus bonne. Il faut changer les couleurs, il faut changer un petit quelque chose. Alors, option numéro 1, avec cette technologie, il faut aller dans les 50 rapports, modifier le chart, sauvegarder, ou au mieux, on a un bout de SDK pour faire une moulinette. Alors, ça, c'est des tâches répétitives qui sont ni valorisantes pour vous en tant que développeur, ni pour l'entreprise, parce que vous perdez votre temps sur des tâches qui ne sont pas très nobles. Option numéro 2, vous prenez BERT. Alors, quelle est la différence de BERT? C'est que vous avez un tiers supplémentaire que nous on appelle les librairies. Les connaisseurs sauront ce que c'est qu'une RPT librairie. Comment ça fonctionne? Je place mes composants dedans. Ça peut être des composants de bas niveau,
d'accord, genre une connexion à base de données, un jeu de données, ou un graphique. Ça peut être des choses un peu plus complexes, genre une page, d'accord, vous avez une master page, ensuite vous définissez une grille, dans la grille vous avez des libellés, des tableaux, des graphiques, etc. Ça aussi c'est réutilisable, d'accord, tout est réutilisable bien sûr à son niveau. Vous pouvez également avoir un peu des librairies en cascade. Imaginons, c'est un peu notre approche classique, justement, donc je cherchais le slide qui va bien. Un peu plus loin, voilà, pour illustrer mes propos. Voilà, c'est par là que ça se passe. Donc, on peut avoir des objets simples, d'accord, plus des objets complexes, et enfin, plus vraiment des assemblages de pages, de mashup, en fait, tout ça. Alors, tout ça, ça va être des objets réutilisables. Alors, comment ça va vous servir? La prochaine fois que vous aurez besoin d'un objet pareil, on ira dans la bibliothèque adéquate, le chercher, et simple drag and drop directement dans mon rapport. Quel impact? Le jour voilà, où je dois changer tout ça, je modifie ma librairie, je publie, tous les rapports sont impactés automatiquement. Merci l'héritage. Alors dans la vraie vie, on a vu que ça pouvait donner suite à plus de 70% d'économie de temps. Alors quand on sait que le coût total d'un projet de reporting et de BI de 100%, il est divisé en 10% hardware, 20% software et 70% implémentation et maintenance, je pense que vous comprenez tout de suite où est l'intérêt d'avoir une approche pareille. Donc voilà. Alors, donc je reviens un tout petit peu. Alors, sur le côté itératif, il y a quelque chose d'autre qu'on avait remarqué qui nous a choqué un peu, c'est que la quasi-totalité des outils de reporting, reste 10, d'accord, parfait, a été monosource. En gros, pour intégrer plusieurs sources de données, soit il y avait tout un micmac technique, une complexité, on va dire, assez hors du commun, ou alors c'était même pas possible. Or, comme je disais aujourd'hui, les sources de données qu'on doit intégrer dans ces rapports pour mise à disposition de l'utilisateur sont assez diverses. D'accord, donc souvent, on va prendre mes utilisateurs sont là, les données qu'ils doivent consulter sont là. En plus, il faut qu'il y ait une petite sécurité quand il affiche le rapport. C'est un peu contextuel, hein, chaque utilisateur voit ses données. Hein, on ne pourra pas jeter un coup d'œil dans la facture du voisin, etc., etc., etc. Et il faut que, bon, par rapport à la méthodologie agile, que je sois capable d'adresser ces données sans que je m'amuse à faire des moulinettes pour amener toutes les données au même endroit. C'est là que BERT répond à cette problématique. C'est à vous de choisir comment vous vous connectez aux sources de données, comment vous les mélangez. Dans BERT, il y aura des notions qu'on appelle par exemple de join dataset. On va joindre deux sources de données, d'accord. Union dataset, on va fusionner des données, etc., etc. Voilà, on pourra accéder aux sources directement, que ce soit un web service, une base de données classique, ou une base de données multidimensionnelle, par exemple du Cubolab. Ça peut être des objets Java, des POJO, ça peut être un peu n'importe quoi. C'est un peu l'avantage de BERT, c'est que c'est affreusement extensible. On a nos propres clients en fait qui ont développé des composants, par exemple une source de données JSON. Nous, on n'y avait même pas pensé, mais des gens qui l'ont créé. Deuxièmement, ça dépend également de comment on souhaite présenter cette donnée à l'utilisateur. Est-ce qu'on veut donner la main à l'utilisateur de jouer avec? Donc souvent, on a besoin d'un dictionnaire. D'accord, un dictionnaire qui dit tel champ à la base, c'était 005, c'est les coûts totaux du mois de mai. Mais lui, il n'a pas le savoir. Lui, ce qu'il veut sous les yeux, c'est les coûts totaux du mois de mai. Donc, il faut qu'il y ait un dictionnaire. D'accord, ça s'appelle BERT Information Object. Ça, c'est un type de besoin. Enfin, on a plus un besoin de type, on va dire, analytique, avec ce fameux plié-déplié, où, en gros, il va un peu suivre son hiérarchie pour trouver le sous-total qui lui va bien. Typiquement, la finance, la RH, c'est des gros consommateurs de ce genre d'interface. Pour ce faire, il faut définir une hiérarchie, il faut définir des croisements, d'accord, et c'est là qu'intervient cette fameuse notion de cube. Alors, notion de cube, c'est un peu rédhibitoire parce qu'il n'y a pas que 3 dimensions, on peut en avoir un pléthore. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est réellement des axes d'analyse qu'on donne à ce tableau croisé pour que l'utilisateur puisse tout simplement jouer avec. La bonne nouvelle étant qu'on peut intégrer n'importe laquelle de ces sources, ou même combiner ces sources dans un rapport BERT. D'accord? C'est à vous de répondre aux besoins du client. Voilà. Hop. Alors, quelques anecdotes sur tout ce qui est collaboration entre utilisateurs et informaticiens.
Voilà, donc la plus dangereuse, c'est bien la deuxième. Ils sont pas réactifs, je vais le faire moi-même. C'est là que ça finit dans des fichiers Excel dans tous les sens, connectés directement aux bases, et tout le monde se demande quel bon chiffre. Il ne faut pas qu'on arrive là. Donc, typiquement, il faut répondre rapidement à l'utilisateur. Voilà, cher monsieur, j'ai eu la bonne technologie qui m'a permis de faire votre rapport en 30 minutes. Alors, comment faire? C'est un seul format de design. C'est-à-dire que, en fonction du type de fonctionnalité qui est souhaité par l'utilisateur, il verra une facette, hein, une facette d'usage. Mais le format de design, ce fameux fichier XML, qui est un rapport BERT, sera toujours le même. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'on a une interface plus analytique, hein, le Data Analyzer, dont l'utilisateur fait drag and drop pour créer son rapport BERT dans les interfaces web. D'accord? Donc, à un moment donné, il dira, mais si je veux passer ce tableau croisé à quelqu'un d'autre, je le file à l'informatique. Parce que j'ai envie qu'ils mettent un logo, qu'ils mettent en production ce rapport avec une mise en page, etc. Ce que moi, je ne suis pas capable de faire. La quasi-totalité des outils propriétaires aujourd'hui, c'est un peu le problème dans la BI, c'est des outils un peu disparates. D'accord? Donc, un outil, une fonction. Je veux passer un camembert que j'ai fait dans un outil de reporting à un outil de dashboard, impossible. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Donc, BERT vous propose plutôt quelque chose de réutilisable une fois de plus en disant que tout objet en fait créé par un utilisateur, peu importe le mode de visualisation, web, drag and drop, etc., etc., pourra être utilisé par un autre type d'utilisateur, tout simplement. D'accord? C'est un autre aspect, c'est toujours la même façon de filtrer, trier un rapport, ajouter un groupe, faire un calcul. Typiquement, un utilisateur qui a compris comment utiliser une des facettes de BERT a tout compris. Alors, vu le très peu de temps qui m'est laissé, je vais accélérer un tout petit peu. Alors, donc on va parler un peu de ces choses. Nous, on a conçu également BERT avec une interface intuitive en tête. Alors, contrairement à notre cher concurrent qui commence par J, on s'est dit que le développeur, il mérite une interface simple pour des choses simples et aussi scriptable que possible pour les choses compliquées. D'accord? Donc on a dit qu'il faut que ce soit intuitif pour l'utilisateur, mais aussi pour le développeur. Deuxième chose, on verra un peu, j'ai un petit exemple, si le temps permettra. Sinon, je vous invite sur notre stand où je montrerai tout ce que vous voulez. Tout ce qui est analyse d'impact. Pourquoi? Parce que quand on a ces notions d'héritage en disant tel objet va dans telle librairie, ensuite dans telle librairie, ensuite dans tel rapport, j'ai envie de savoir si je modifie tel champ de la base ou tel jeu de données ou tel graphique, qu'est-ce qui se passe dans mon application? D'accord, un petit review qui me permettra de vous montrer tout ça. Enfin, il faut que je vois à tout moment, donc quelqu'un m'a posé des questions, comment je fais pour déboguer, comment je fais pour itérer, comment je fais pour trouver l'erreur rapidement. Donc il faut qu'il y ait une facilité de prévisualisation à tout moment dans n'importe quel format cible souhaité par l'utilisateur. Et donc en fait, typiquement, vous avez dans le designer BERT un petit Tomcat, qui est discrètement un fichier derrière, qui permet de simuler en gros l'application web, par exemple, l'utilisateur. Qui permet de voir, voilà, vous enlevez le chapeau informaticien, vous mettez le chapeau utilisateur, voilà ce que ça donne. Enfin, donc, on a pensé également à tout ce qui est test, validation, workflow et compagnie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent. Habituellement, on disait, vous aimez SVN, allez vers SVN pour du versioning, allez faire Maven, etc. Bon, bref, donc on a fait vraiment quelques points d'extension supplémentaires. Enfin, maintenant, une facilité de packaging. Donc, anciennement, voilà, donc il fallait créer un projet Java pour faire les handler class pour BERT, parce qu'on avait besoin d'un bout de Java pour faire je sais pas quoi. À côté, on avait le projet BERT, à côté, on avait le projet je sais pas quoi. On a décidé d'unifier tout ça sur un seul type de projet, en fait, qui peut inclure tout type d'objet. D'accord? Donc, ça sert également pour cette analyse d'impact. Voilà. L'autre chose qui est sympathique, comme je disais, c'est que les bibliothèques BERT, ça s'applique à chaud. Il n'y a pas de recompilation. D'accord? Là, je fais encore un clin d'œil à certaines technologies concurrentes, open source ou pas open source, où il faut typiquement recompiler tout. Qui dit recompiler tout, c'est que je recette tout, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est pas drôle. Enfin, donc, il y a une certaine facilité de versioning. Donc, dans l'offre open source gratuite, ça commence à être compris dedans. Dans l'offre commerciale,
Vous pouvez publier des rapports BART de 5 ou 6 versions différentes de BART sur le serveur. En fait, c'est le serveur qui va détecter tout seul quelle est la bonne version de l'engine pour l'exécuter. D'accord, donc ça vous facilite un peu la chose. Pareil pour les migrations. D'accord, vous pouvez aller mollo en disant que finalement, j'ai pas 50 trucs à migrer en même temps. D'accord, donc on peut typiquement prendre 2-3 rapports, les migrer, ensuite faire, voilà, faire un peu des allers-retours. Oh, quelques conclusions. L'approche de la BI traditionnelle où je passe 6 mois à faire un projet, à la sortie du tunnel, j'ai loupé le besoin, ça ne marche plus. Typiquement, tout ce qui est trop lourd à implémenter, ça coûte cher. Et enfin, donc voilà, on peut conclure que pour nous, l'agilité, la BI, c'est marège réussi. C'est quelque chose qui manquait, mais on peut même cruellement dans la BI. Donc, dans le mode applicatif, typiquement le cas de l'événement d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pris très rapidement. Alors, dans le monde de la BI et du reporting, était plus orienté utilisateur, on avait un peu de mal à percer, donc aujourd'hui, c'est fait. Or, une petite note, parce que nous, on est un éditeur voilà, typiquement basé à Paris, on a également des partenaires locaux qui couvrent, voilà, donc, pardon, voilà, je suis peut-être un peu vite, partenaires locaux, donc Christophe, juste devant en fait, on aime plutôt les petits partenaires. Alors pourquoi on aime les petits partenaires? Voilà, parce que c'est des gens qui innovent, c'est des gens qui utilisent BART depuis 5 ans, et puis c'est des gens qui sont beaucoup plus à l'écoute des clients que les grands intégrateurs avec lesquels on a eu beaucoup de déboires. Quand je dis beaucoup de déboires, c'est vraiment beaucoup de déboires, afin de répondre à ces différents types de projets. Donc voilà, alors, un peu comme vous, en fait, ils sont un peu noyés dans toutes ces technologies. On a mis BART vraiment tout en bas, mais voilà. C'est la fin? Bon. Alors, je vais juste montrer quelque chose pendant 10 secondes à ce moment-là, avec votre permission. Je peux? Parfait. Alors, on va quand même aller dans Eclipse. C'est quand même un événement Eclipse, n'est-ce pas? Alors, je pense que la résolution, par contre, n'est pas terrible. Voilà. Alors, une petite quelque chose que je vais promis de montrer, c'est qu'est-ce que c'est que l'analyse d'impact. Alors, typiquement, ce rapport, j'aimerais savoir quels objets ont participé à ce genre de choses. Donc voilà, je vous donne juste un petit exemple de ces quelques petites nouveautés. Toutes mes librairies et toutes les dépendances seront là. D'accord? Aussi, vous verrez des choses assez marrantes. À part du RPT Design, on commence à voir, pour l'instant la suite commerciale sera publiée en open source aussi à un moment donné, tout ce qui est ce qu'on appelle un data design. Cette fameuse notion de dictionnaire, cette fameuse notion de cube qui existait déjà dans BART. Alors qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Une fois que j'ai publié le cube, et j'aurais mis mon login, ça donne un truc comme ça. Alors, justement, une fois de plus, c'est un problème de résolution. Et je vais finir avec ça. Hop. Le bonus donc, de BART, c'est que on a toute cette surcouche web donc, qui est livrée. Et dans les versions avancées, on verra donc tout ce qui est, par exemple, gestion in-memory. D'accord, donc je joue avec l'application. Alors, si... Ouais, je pense que je vous montrerai ça sur le stand parce que il y a un certain monsieur qui me regarde un peu méchamment. Donc, vous verrez que construire ce genre d'interface, une fois qu'on a mis à disposition les données, c'est, je pourrais dire, un enfant de 10 ans, en 5 minutes, pourrait le faire. D'accord? C'est le travail souvent de 2 ou 3 mois en fait pour créer ce genre d'interface. Ça fait des structures Java en mémoire, alimenter ces données dans le rapport BERT, etc., etc. Alors, ce framework en fait, on est basé en plus sur Google. Voilà, donc voilà, rien de personnel. Donc on est un utilisateur. Voilà, donc on a implémenté ce genre de choses. Alors, est-ce que vous avez des questions rapidement? Donc, soit j'ai été très clair à ce que je doute, soit vous avez tout compris, peut-être plus plausible. Vas-y. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mhm.
Bon, donc la question, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est des fois j'ai besoin de mélanger tout un tas de données. Ces données peuvent être assez conséquentes. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ces problèmes de performance? Donc justement, les dernières versions de BART et Actuate incluent tout un pan de technologie in-memory. Donc on va charger les données en mémoire. D'accord? Quand je dis mémoire, c'est mémoire RAM, hein, qu'on soit bien clair sur la notion. Et ensuite, ce genre d'usage, typiquement, que vous avez à l'écran, c'est du in-memory. Sinon, bien sûr, un rapport BART classique sur 100 000 ans d'enregistrement, il ne serait jamais capable d'avoir une telle réactivité, surtout sur un laptop. Hein. D'accord? Donc, le pan in-memory permet d'adresser tout simplement des données d'une autre façon. Donc, en fait, on va prendre les datasets BART classiques, on va les mettre dans ce fameux data design que vous avez vu tout à l'heure, on va le monter, enfin, on va générer en fait cet objet, le monter in-memory, ensuite ce sera ça ma source pour les rapports, les dashboards, enfin bref, mes interfaces. Pardon? C'est planifiable, d'accord? Donc sur le temps réel, qu'est-ce que c'est que le temps réel? C'est une bonne question. C'est à la milliseconde, à la seconde, enfin bref. On a des clients en fait qui planifient ce genre d'objet pour rafraîchissement tous les 5 secondes. D'accord? Donc ça peut être full, ça peut être incrémental. Après, bien entendu, si on a 5 Tera de données, vous vous doutez bien qu'on ne pourra pas monter tout ça en RAM. D'accord? Mais le but, quand on crée un rapport ou un dashboard, hein, ce n'est pas de prendre toute la base pour ensuite donner juste 5 chiffres à l'écran. D'accord? Donc il y a, j'ose espérer, une certaine intelligence dans la sélection des données. Allez-y. Ce n'est pas le même type d'usage. Alors j'explique. Aujourd'hui, vous voulez faire un prototype. Vous avez pour ce faire 2 jours. D'accord? Donc 2 jours pour agréger les données, disons, de 4 ou 5 sources. Faire un projet ETL en 2 jours, c'est perdu d'avance. Donc BART, ce que ça permet, c'est d'avoir une certaine flexibilité quand on veut adresser ces différentes sources pour aller directement dans un rapport, on fait des agrégats et tout ça. Bien entendu, il faut avoir en tête cette démarche de longue durée qui dit qu'une donnée que j'ai utilisée de manière occasionnelle, je vais utiliser BART pour l'adresser et la mettre dans mes contenus. Une donnée qui sera durablement installée, on va dire, dans mes rapports, il est peut-être plus judicieux d'intégrer dans un data mart et quelque chose. Et c'est là que Talend, en fait, a toute sa valeur ajoutée. Donc pour moi, les deux outils sont parfaitement complémentaires. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire un projet ETL pour ramener la donnée A à la source B parce que, tout simplement, l'outil de Restit, il ne permet pas d'adresser plusieurs sources. Partenaire, d'ailleurs, Talend, c'est un de nos partenaires chéris et favoris pour tout ce qui est intégration de données. On est souvent ensemble. D'accord? Donc, effectivement, nous avons un certain laps où ça semble se superposer, mais comme je disais, en fait, hein, c'est des besoins différents. On a effectivement des moteurs qui permettent de dire je planifie tel objet, ça va mixer la source A avec la source B, ça va faire tel calcul, et on a même des outils qui permettent de la déposer dans une base de données. Mais ça, c'est plus lié à l'agilité de l'accès à l'information que par rapport à une démarche d'entrepôt de données dans une entreprise. Allez-y, ça ne coûte rien de poser une question. Justement, je peux même vous donner des cadeaux. La bonne question recevra un bouquin de BART. Allez, 50 € de moins. Il n'y a personne qui ose, il n'y a personne qui veut un bouquin de BART. Si. La licence de BART open source, hein, c'est une licence EPL. D'accord? Donc qui vous dit que typiquement vous pouvez l'intégrer quand vous voulez, etc., etc. Contrario aux autres technologies open source, une fois de plus que je ne vais pas citer, qui sont en GPL. Vous connaissez l'effet de contagion qui va avec. C'est un choix délibéré d'Actuate. Oui, tout à fait. Il y a une partie designer, il y a une partie runtime. Ce runtime est livré ça sous forme de jar, enfin tout le framework pour une application, on va dire client riche classique, ou avec un petit war à déposer dans le container web de votre choix pour faire une interface web.
On a aujourd'hui d'applications en tout genre. On a des éditeurs de logiciels. Je vais citer par exemple Six Telecourse, qui fait des logiciels plus genre Boursorama et compagnie. Ça, c'est du Six Telecourse derrière. Et, typiquement, c'est une application full Java. Et derrière, vous avez BART. Vous ne le voyez pas parce que c'est un fichier, mais le container de génération, c'est ça. C'est un exemple. Après, vous avez beaucoup d'applications qui utilisent BART dans la vie de tous les jours. Par exemple, la quasi-totalité des outils IBM utilisent BART. Vous me demanderez, mais pourquoi ils ont acheté Cognos? Je ne sais pas. Voilà, donc on fait toute la suite rationale, le clear case, team, machin, etc. etc. Je veux un rapport. Bah, c'est BART. Est-ce qu'il y a des rapports par défaut livrés par IBM? Oui, c'est des rapports BART. Voilà, vous allez rigoler, mais c'est pareil pour Oracle. Oracle Siebel, leur CRM intègre Actuate. Ce n'est pas des rapports Oracle. Il y a 2 ans, j'étais même tombé sur une anecdote. Sur la console de management de la base de données Oracle, vous voyez, le camembert, la répartition d'espace, machin, etc. C'était un rapport BART. Voilà, pour vous donner quelques cas d'usage, on va dire anecdotiques, dans la vraie vie, on peut avoir des applications dans le bancaire pour tout ce qui est, par exemple, gestion de fortune. Où bien sûr, il faut afficher un petit tableau croisé dynamique avec quelques graphiques et tout ça. Il y a des gens qui l'ont fait un pur open source gratuit, jusqu'à 3000 utilisateurs concurrents, donc c'est une grosse appli. Il y en a qui ont plutôt dire, au lieu de payer 500 000 € de développement, parce que c'est ce que ça a coûté à cette banque. Ces développements, ils ont acheté la version, on va dire, plus, qui est Actuate. C'est des choix qu'on fait, voilà. C'est le fameux build versus buy. D'autres questions? Vas-y. Le modèle économique dit que les fonctionnalités utilisateurs en resteront commerciales. Donc c'est un peu le modèle de la quasi-totalité des éditeurs. Ceci dit, le format de rapport qui est généré par ces outils, c'est le même format que le BART open source. Donc typiquement, le cas de figure habituel dans les entreprises, c'est, voilà, donc moi, entreprise X, j'avais Crystal Reports pour la génération de rapports de masse, j'ai viré tout ça, j'ai mis BART. À côté, j'avais, par exemple, disons Business Object pour des fonctionnalités un peu plus nobles et une envie qui me prend de dire, bah, finalement, j'aimerais bien unifier tout ça. J'aimerais reprendre mon travail BART open source sans migrer quoi que ce soit parce que j'ai fait 500 rapports, si je m'amuse à bouger tout ça, voilà. Et en avoir un outil, on va dire, professionnel qui couvre le même spectre d'usage, en fait, qu'un outil, on va dire, plus un côté propriétaire. Le tout pour un prix largement plus raisonnable que ce qu'il y avait avant. Voilà, c'est un peu notre modèle. Oui, oui. Bah, en fait, on peut même déclencher une génération de rapports sur relevé de fichiers. Ça, c'est plus la version plus. Il y a tout un tas de fonctionnalités supplémentaires. Il faut bien proposer des choses pour quand on demande un prix, n'est-ce pas? Non? Oui. Il y a quelques nouveaux qui sont sortis avec la 3.7, c'est tout ce qui est OpenOffice. D'accord. On améliore chaque jour nos émetteurs. Il faut savoir qu'à l'origine, en fait, dans le projet Eclipse, on nous avait imposé que ce ne soit pas nous. C'est Innovent Solutions. Typiquement, nos émetteurs Excel et Word n'étaient pas très fameux à l'origine parce que ça générait du XML pour Office. C'était assez imposant, voire long, voire etc. On est en train justement de parler avec Eclipse pour nous occuper nous-mêmes. Il faut savoir que dans la version plus de BART, vous avez des émetteurs beaucoup plus évolués. Je ne l'ai pas montré, mais quand vous exportez un rapport en Excel, ce n'est pas du XML pour Office. D'accord, c'est plus petit qu'un fichier Excel en lui-même. Allez demander à Microsoft ce qu'il rajoute par la suite. Et c'est du vrai Excel. C'est-à-dire que si je fais une colonne calculée dans mon rapport qui fait A plus B, ce sera une formule. Un chart, ce sera un vrai chart Excel, ce ne sera pas une image. D'accord. Si j'ai fait un tableau croisé dans mon rapport BART, ce sera un vrai pivot Excel. Non, zéro. On peut intégrer des macros si vous voulez. Ça, c'est une autre nouveauté de la version plus. C'est, vous voulez mettre une macro dans un rapport, c'est possible. Ça s'appelle BART Spreadsheet. On va dire que, je voudrais bien vous présenter tout ça. Si vous voulez passer sous le stand, parce que sinon, je vais manger le créneau de mon collègue qui passera juste après.
Mais on va dire que la gamme de nos solutions aujourd'hui, elle est extrêmement riche, donc ça va de gestion de KPI scorecard jusqu'à la gestion de documents. Merci.